Ma meuf, elle me fout le seum. Je lui dis tous les dimanches, ça va finir en Sangakujime, meuf, tu vas voir. Ou en Jujigatame, tu vas voir. Après le... Non, elle est partie, hein. Je fais genre le mec comme ça. Hein. Non, ma meuf, alors je vais vous expliquer un truc. Ma meuf, elle vient de l'équitation. Elle a les jambes les plus fortes du monde. C'est-à-dire qu'elle écoute, c'est ce que tout le monde dit, ça. Moi, je viens du judo, j'ai fait beaucoup de jiu-jitsu brésilien. Et je m'entraînais avec des mecs, c'était des morceaux. Il n'y a jamais un mec... Elle peut me faire taper juste en serrant ses cuisses. Elle met une pression exceptionnelle. Elle a les jambes les plus fortes que j'ai eues de toute ma vie. Maintenant, s'il y a un étranglement à faire, t'inquiète pas. T'inquiète pas, vous pour toi. Va dormir, bébé. Va dormir. Non, mais un truc de ouf. Mais ouais, mais ça m'étonne pas. C'est vrai que l'équitation, c'est un truc que j'ai toujours entendu. Mais après, c'est normal, c'est inhérent au fait que la position sur le cheval et que tu es constamment en train de serrer les cuisses. Bien et sûr. Même quand tu es au trot, tu es d'une certaine manière, etc. Elle est que accrue. Donc, c'est toujours... Ah ouais. Elle met rarement une selle. En général, elle met une selle si elle le fait avec ma fille. Comme ça, ma fille est sur la selle, tu vois. Mais ah ouais, en mode vraiment Amazon à l'ancienne. Ouais. Elle est très, très forte. Très, très forte. Purée. Je lui dis toujours d'ailleurs que si elle faisait du jiu-jitsu, elle ferait très, très mal. Parce que des fois, on rigole, on roule un peu. Et elle fait des mouvements naturellement sans même avoir jamais fait de jiu-jitsu, quoi. Une naturelle. Je te jure. Je te jure. Ça, c'est stylé. Hein. Je te jure. Et tes enfants, tu leur apprends des genres à se défendre? Alors, mes fils, quand ils étaient tout petits, ils ont fait du jiu-jitsu chez Jean-Jacques Machado, pour ceux qui connaissent un peu. Ok. Ils étaient chez Jean-Jacques, les cours étaient faits par Jean-Jacques, mais ils étaient vraiment tout petits. Après, ils ont arrêté, ils sont partis sur d'autres sports. Mon fils le plus vieux, il a fait de la boxe pendant 3 ans. Et là, il est arrivé au lycée et de nulle part, il m'a dit « Papa, je veux être dans l'équipe de lutte. » Du coup, là, il fait partie de l'équipe de lutte. Il vient juste de commencer. Et en parallèle, il m'a dit « Papa, je veux refaire du jiu-jitsu. » Et du coup, mon fils, il a 15 ans. Il fait un peu plus d'1m85. Il doit être à 86-87. Oh putain. Et du coup, il est dans le cours des adultes. Et comme il est dans le cours des adultes, je me suis dit « Tu sais quoi ? Je m'y remets aussi. » Je vais m'y remettre. Et du coup, je m'y suis remis. Et là, on s'entraîne dans un Gressipara ici, à côté de chez moi, avec une super équipe. Génial. Et l'autre jour, on va s'entraîner et on se pointe. Et qui est-ce qui donne le cours? Pour ceux qui connaissent le Jiu-Jitsu, Eji Akarzam qui était là. Akarzam, comment il s'appelle? AJ Akazam, je crois. Azakam ou Akazam, un truc comme ça. Bref. Des frères Diaz. Ouais, le pote des frères Diaz, ouais. Et le mec qui est juste un monstre de Jiu-Jitsu, le plus haut niveau du Jiu-Jitsu mondial, quoi. Donc, c'était super de partager ça avec mon fils et pouvoir faire ça. Et c'est aussi ma manière de pouvoir étrangler mon fils de manière légale. Et ça, c'est de l'emmener au Jiu-Jitsu. Et du coup, ce qui est drôle, c'est comme mon fils de 15 ans a repris le Jiu-Jitsu. Du coup, j'ai des jumeaux qui ont 12 ans qui, eux aussi, ont repris le Jiu-Jitsu. Et maintenant, ma fille de 8 ans qui veut aussi faire du Jiu-Jitsu. Donc, je pense qu'on va être une famille de Jiu-Jitsu. Ok, mais attends, Manu. Maintenant, la question c'est... Là, on rigole. Mais le moment où ton fils aîné, d'abord, et peut-être... va t'étrangler. Et en vrai, tu lui auras pas donné le truc, tu vois. Il va t'étrangler. Bien sûr, ça va arriver. Vous aurez fait un vrai rôle. Là, à ce moment-là... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vas être fier, certes, mais qu'est-ce qui se passe quand... je lui enlève son argent de poche, il le sait déjà. Je lui enlève son argent de poche, il sera plus sur mon héritage, les papiers d'héritage oublie, et voilà quoi, c'est tout, il n'y a rien en jeu, c'est pas grave, hein, il fera son propre oseille. Non mais, j'en rêve en fait. J'ai hâte que ça arrive. Parce que là, le truc qui est cool, c'est de le voir y aller. Parce que là, ça fait 2 semaines qu'il a commencé. Il y va tous les jours. Il est vraiment, ça y est, il s'est mis dedans à fond. Il est vraiment à fond. C'est le plus jeune là-bas.
Du coup, il est grand, mais il est à cette période où il est un peu, tu sais, il n'est pas encore habitué à ce corps d'adulte presque parce qu'il est encore, il est un peu sec, il se met à la muscu, il fait pas mal de trucs pour devenir un peu plus, mais il Et se fait sec, il encore est un sec peu. 1m85 pour 85 kilos, tu m'as dit? Non, 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 il fait un mètre, il fait, non, 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 il fait presque 1m87, mais non, non, il est à genre 70 kilos, je crois, 71 kilos. Ah oui, d'accord, Donc d'accord, il ok. est grand et Ah sec, ouais. mais c'est aussi parce qu'il a son corps encore, Ouais, c'est ça. il est entre l'adulte et l'enfant, mais Ouais. il développe énormément, quoi. Il développe énormément. Ah, ça va être stylé. Ça doit être stylé, hein. Se faire étrangler par son propre fils, passage de flambeau, c'est cool en vrai. Ouais, à un moment, ça sera entre le somme de l'infini et la Ouais. fierté de l'infini, tu vois. Ouais, non, c'est ça. C'est pour Purée. ça qu'il faut que je l'étrangle et que je le luxe un max de fois, Ouais, ouais, c'est ça. Essaie jusque de là, le que je prenne casser de un peu. Sinon, l'avance. pour finir une bonne fois pour toutes. Que je... Ouais. Ah merde, Bah ouais. la merde. Putain. Mais je suis très fier de lui, hein. Il fait tout ce qu'il faut. Il fait Non, c'est vraiment trop tout ce cool en qu'il faut. vrai. Oui. Guillaume, tes petits Guillaume, tu vas leur faire quoi? Et petit Guillaume, je les enverrai La aussi petite souvent que guillemette, hein. possible. Oui, ou la petite guillemette, je les enverrai autant que possible chez Rust pour en faire de parfaits enfants soldats. Let's go. Qui Ouais. se relevaient à la dure. Un En vrai, repas ça va par être marrant, hein. semaine. Si jamais ça se fait, ça va être marrant, ça va être cool, hein. Ouais, un Que repas là, ça va par être à base semaine. de. Ouais, Repas ouais, qui c'est sera ça. composé des restes des enfants précédents. Ouais. Non, mais en tout cas, Pura, trop Aïe, aïe, stylé. aïe. Franchement, ça fait plaisir. En plus, même pour vous, ça doit être trop cool parce que ça fait des discussions en famille où vous parlez Ouais. de Trop fun. grappling, où vous parlez de Mais on sport. regarde. Bah, déjà maintenant, on fait les UFC chez moi, les gros UFC, les pay-per-view. On les fait chez moi ou on y va live. J'emmène ses potes avec lui. On les fait à la maison, ils sont là. Ça devient un event, tu vois, pour nous. Et, Ouais, ah, c'est trop bien. et c'est fun. Là, maintenant, il commence à s'intéresser au Jiu-Jitsu. Donc, je lui montre des combats de Jiu-Jitsu très connus pour qu'il voit des techniques qui sont assez simples, mais qui prouvent que ça t'emmène quelque part. Même, t'es pas obligé de faire des trucs de ouf et forcément des enchaînements de ouf. Des fois, il suffit juste d'être minutieux sur ton travail pour finir un move qui est très très simple. Donc, Ouais. c'est fun de partager tout ça, quoi. Et de l'emmener aussi, je vais à la muscu avec eux, tu vois, je fais plein de trucs avec eux. Donc ça, c'est cool. Ça fait rêver, hein. Pourtant, les gosses, Dieu sait que ça donne pas envie d'en avoir, mais ça fait rêver. Et toi là, c'est Rust là, il veut pas de progéniture alors que Bah, franchement. non, mais écoute, moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui savent. Je préfère des personnes qui disent, mais moi, je veux pas d'enfants, ça m'intéresse pas et qui n'en font pas, que des gens qui pondent des gamins tous les 2 mois. Enfin, tous les 2 mois. Attention, les gars, je m'y connais pas très bien en biologie, mais je crois que c'est une erreur de ma part. Mais des gens qui pondent des gamins et qui s'en occupent pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je préfère C'est ça, ça. perso. Ouais, Bref, pareil. on finit sur Ouais. l'UFC. Bref, Neil oui. Magny qui se fait Ouais. T'es à l'œil, toi, Rust. maîtrisé par Rachmanov, tout en sachant que Neil Magny, c'est quand même un gros client. Mais c'est ça. Il se blase. Et Il se blase. ce qui s'est pris hier par un adversaire qui est quand même maintenant 16 victoires, 0 défaites. Et 16 finitions. Bien sûr, parce que Neil Magny, c'est un peu devenu le gatekeeper de la KT et il en a fait dérailler plus d'un. Mais ouais, c'est ça. Mais là, non, quoi. Ouais, Rachmanov, c'est 16 victoires, 16 finitions. Ouais. Ouais. Ça sent... Ah oui, il est impressionnant. Ça sent un futur champion, quand même. Ah, bah c'est Wow. honnêtement. Bah, pourquoi tu cries comme ça? On l'a dit depuis le début. Et Ramzat, il est au ski, les gars, ou quoi là? Mais non, mais on Eh va ben, voir, on va avoir des clashs. maintenant, dis-moi que tu voudrais pas voir ce combat. Ah, mais si. Si, eh ben. Bah voilà. Bon, on fait Ramzat contre Shafkat. Let's go, j'appelle Mais Dana. non, J'appelle Dana mais faites demain. pas ça. Pourquoi faites pas ça? Oh oh. Mais pourquoi vous voulez tuer deux contenders? C'est mieux de les faire s'affronter pour un titre dans un an et demi. Oui, mais moi je posture main event de ce week-end Gamrot contre Tsarukyan.
Et donc, du coup, vous plombez un des deux. Mais plombe un des deux, mais objectivement, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme combat qui n'est pas pour le titre, donc où il n'y a pas Kamaru Usman, qui est plus excitant que ça dans la catégorie welterweight aujourd'hui? Check de top 15. UFC ranking. Voilà. Ouh, Combat sympa, plus cette excitant que prononciation ça. américaine. Alors, On sent le mec qui travaille son accent américain. Ranking. Wow! Wow. Non, Eh non, attends. mais t'as pas encore tout entendu. Hein. T'as pas encore tout Non, mais entendu. Rust, c'est le genre de mec qui dit Blackhead. Black. Oh, Non, en plus, à force d'écouter des accents que je kiffe particulièrement, que sont l'accent écossais Ouais. de Paul Craig et irlandais de Connor, je pense qu'on peut travailler l'irlandais même plus précis que let's l'américain. go! Par exemple, Kamaru Usman, je pense que ça se dirait en irlandais Usman. Usman. Non? Ouais, je suis d'accord. Ouais, un truc comme Usman. Usman, yeah. De toute façon, à partir du moment où tu rajoutes. Non, mais c'est vrai, ça c'est un truc, vraiment, c'est vrai. Hein. Ouais. Quand j'étais en Australie, ils parlaient tous comme ça, c'est-à-dire qu'ils rajoutent tous yeah à la fin de chaque phrase des Irlandais. Enfin, et du coup, tu peux avoir l'accent irlandais sans même travailler ton accent, mais juste en rajoutant yeah. Et c'est vraiment à peine. C'est pareil avec les Canadiens qui disent souvent et à la fin de. Ouais, c'est ça, Ça, j'adore. Mais bref, Kamaru, alors donc, on est où? On est là. Welterweight, alors Shafkat 15e, et il va probablement prendre un petit classement. Michel Pereira, donc déjà tu peux faire un petit Shafkat Michel. Li Jingliang, Geoff Neal, Michael Chiesa, tu peux très bien faire un Shafkat Chiesa. Ouais. Magny, Sean Brady, Masvidal, Thompson. Moi j'étais très chaud pour Thompson, pour Akhmonov. Non, il a fait le call, Mais oui, Thompson, écoute, le problème c'est quoi? C'est que Thompson, il a été très clair. Il a dit, ça va les gars, je me tape que des lutteurs de temps en temps. J'ai besoin d'un mec. Allez, venez. Un petit, pareil, tu vois, un petit Masvidal Thompson, ce serait stylé. Là, ouais. Ils ont combattu déjà, non? Ce serait une revanche? Ouais, ils ont combattu en 2017, petite masterclass comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais Thompson, j'aimerais bien qu'il... Tu vois, juste... J'aimerais bien... Vas-y. Non, vas-y. Ah bah moi, j'aimerais bien voir Thompson contre Abdullah Abdouragimov. Mais t'es un baiser. Mais c'est pareil, il veut pas de lutteurs. Il a dit, c'est bon là, j'en ai marre des lutteurs. Les mecs, il m'accroche. Comment il appelle ça, Masvidal? Les renifleurs de... Les renifleurs de crotch, là, les renifleurs de paquets, ouais. Il dit, c'est bon. Ah ouais, non, c'est ça. C'est bon, ça va. Ouais. Mais... je sais pas, pour moi, Wonderboy Thompson, avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense vraiment que son prime est derrière lui. Et tous les derniers combats qu'il a pu faire, justement, des lutteurs où avant on se disait, exactement, où on pouvait se dire, justement, le gars est intouchable, ils vont pas réussir à lui mettre la main dessus. Maintenant, oui. Donc, soit pour moi, il prend une posture à la Donald Cowboy Cerrone ou Robbie Lawler, plus Robbie Lawler, voilà. Maintenant, il fait des combats contre des légendes, des mecs plus sur leur sortie, mais qui ont des noms, comme ça fait un peu, ça attire un peu l'œil, mais pas pour servir de chair à canon. De chair à canon, ouais. Mais je veux pas du tout qu'il soit, qu'on le prenne comme un mec du top 5, parce qu'à mon sens, il a pas du tout ce niveau-là. Maintenant, Rakhmonov, pour lui, c'est bon de prendre ce combat. C'est ça. Parce que bon, pour Akhmonov, ça l'élève tout de suite. Mais ce serait dur de voir Thompson. Mais ouais. Ce serait dur de voir. Mais elle est chiante cette catégorie. Ouais. Franchement. Sinon, Luque. Vicente Luque. Oh oui. Ah bah oui. Bah ouais. Luque, qu'est-ce qui s'était passé? C'était quoi son dernier combat où j'avais perd contre. Pas contre Belal Muhammad, justement, la revanche? Ah si. Ça. Bien vu. T'inquiète, je suis toujours là. Putain, écoute, un combat que j'avais surkiffé, c'était justement Vicente Luque sur la même carte que Francis d'ailleurs. Vicente Luque contre l'ancien champion. Tyron Woodley? Ouais, Woodley. Ouais, le banger. Et j'avais kiffé parce que c'était vraiment le combat où on avait malgré tout retrouvé le Tyron Woodley qui sort, qui lance, parce que Woodley à un moment c'était vraiment le mec qui défendait sa ceinture plus que le mec qui essayait de gagner.
Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Et là, il était venu pour mettre un KO ou pour prendre un KO. Manque de peau, il prend le KO, mais il a failli mettre Luque KO aussi. C'était un super combat à voir. Ouais, il est vraiment parti comme un prince. C'était vraiment stylé. Comme un Spartiate. Ouais. Bah du coup les gars, voilà, hein. Luque Rakhmonov, c'est très bien. Et voilà. Ce serait bien. Cold Dana. C'est un gros. Ouais, je l'appelle demain. Demain, je dis, oh tonton Dana, il y a quoi? Avec la soeur, on discutait et voilà. Hunter, il fait pas très bien son taf. C'est nous les nouveaux matchmakers. Mais ah oui, donc Shafkat, voilà, il était 15e. Voilà, je pense que. Ouais, 10e, du coup, il prend la place de Magny. Ouais, c'est ça, il devrait être 10e. Bien sûr. Magny passe 11 ou 12. Donc c'est. Non, c'est très bien. Un petit Luque numéro 6 contre Shafkat numéro 10. Ça passe creamy. Ouais. Non, ce serait pas mal, ça. Ouais. Mais pour autant, cette KT, je sais pas. Non, mais c'est ce que tu avais très bien résumé le truc, je trouve, Guillaume, en disant que. Le truc. Très bien résumé le truc. Non, mais c'était quel accent, ça? C'était pas irlandais, ça? Non, là, c'est plutôt Afrique du Nord, ouais. Mais en gros, t'avais dit, elle est vraiment en trompe-l'œil, cette catégorie, parce qu'il y a tellement de gens qui sont là postés, mais qui n'ont pas le classement qui reflète le classement réel qu'il devrait avoir là tout de suite maintenant le 26 juin 2022, que c'est un petit peu en trompe-l'œil, quoi. Et typiquement, que ce soit Wonderboy Thompson, Jorge Masvidal, bah déjà, c'est vrai qu'eux, on a tendance à se dire, ils sont peut-être pas au niveau où on pense qu'ils sont encore aujourd'hui. Ouais. Et du coup, juste non, parce que sinon c'est. Faut traire la vache à lait, tu vois, comme ils disent ici. Ouais. Faut milk l'oseille tant qu'il y en a avant de vraiment arrêter, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros changement dans le MMA, dans le monde du MMA, où il y a deux catégories maintenant. Il y a la catégorie des mecs qui sont vraiment en train de faire un run pour la ceinture, et il y a la catégorie des mecs qui sont là en place depuis un moment, qui ont beaucoup moins de chances d'arriver à la ceinture, mais qui ont encore des noms suffisamment balèzes pour amener du monde et pour intéresser les gens, des match-ups plus intéressants, même si on sait que c'est peu probable que ça aille vers la ceinture. Ouais. Oui, non. De toute façon, là, il faut qu'il y ait un petit peu plus d'activité, tout simplement. Et toi, d'ailleurs, Manu, tu penses quoi d'une création d'une catégorie? Parce qu'on ne parle plus trop à l'UFC de la catégorie intermédiaire entre lightweight, exactement, et welter. Moi, je pense que ce serait bien. Pourquoi? Parce que, on aurait une nouvelle KT, une KT en plus, un champion en plus, et il y en a besoin. Et aussi, je pense que vraiment, la différence entre 170 et 180, entre 155, 170, 170, 185, 185, 205, on parle en livres, les gars. Ça a besoin d'un peu plus d'espace. Et en kilos, ça fait de 71 à 77 à 84 à 93. Ouais. Et je pense que ça ferait de la place et qu'il y en a besoin, quoi. Il y en a besoin. Surtout quand on voit le rythme maintenant des UFC. C'est vrai que ça manque un peu parfois les combats pour des titres, et en rajouter un. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de rajouter une KT comme ça que de rajouter une KT de meuf. Bah oui, c'est clair. Ah oui. Et puis en plus. Et puis là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de détracteurs. Mais en plus, cette catégorie. Où est-ce qu'on rajoute une catégorie de meufs? Non, mais là, déjà, honnêtement, et c'est pas pour faire du trash talk, mais déjà, il faudrait en enlever. La featherweight, il n'y a personne. Il y a personne. Oui, mais sauf qu'elle existe quasiment pas, la featherweight, là, aujourd'hui. Bah, il n'y a même pas de top 15, c'est pour te dire. Non, il y a un top championne. Il y a un top 1. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Et en plus, la catégorie 165, ce qui serait vraiment cool, c'est que ce sont des catégories de poids comme les lightweight, bantam, feather, etc. où c'est ce qu'on dit toujours, mais démographiquement, comme c'est là où il y a le plus d'humains sur cette planète, dans les catégories comme ça, où ce sont les tailles, les poids, entre guillemets, moyens, médians, normaux, etc. Ben, une catégorie de 165, c'est vrai qu'il y aurait un niveau qui serait tel que franchement, déjà que là, on se régale avec, à partir de bantamweight jusqu'à lightweight, welterweight. Honnêtement, tu rajoutes une catégorie,
ça fait juste du spectacle et un champion en plus, et une KT dans lequel ça va être la folie. Ouais. Lightweight, ça devient compliqué de trouver un combat chiant en lightweight, tellement les mecs sont au parfait croisement entre physique, vitesse, technique, etc. 165, et force aussi. Juste au-dessus. Et force aussi. Et force, absolument. Ouais, non, c'est pour ça, c'est vraiment les catégories physiquement, tout est parfait. Enfin, c'est vraiment, et du coup, une catégorie en plus, juste à 165, donc ce serait quoi, 74 kilos, ce serait parfait, quoi. Mais d'ailleurs, si je me trompe pas, Khabib dans le Eagle FC, il a une catégorie 155-165. Ouais, je crois. Ouais. Au Brave, ils en ont une, et effectivement, peut-être que le Eagles FC en ont une aussi. Let's check this shit out. Ouais. Eagles FC. Let's see. Eagles, let's see. Wow. Attends. Ah, il y a plusieurs Eagles FC apparemment. Ouais, parce que moi je suis sur un site pété de ouf là. Ouais. Et bah faut aller sur Eagle FC. Ah, il y a Eagles et Eagle. Ouh. EaglesFC.org, c'est un site en russe où les trucs ne s'affichent même pas. Ouais. Ah merde. Courage. On parle de Eagle FC. Et bah non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Enfin, ils ne le présentent pas ça en tout cas. Il n'y a pas de. Ouais, chelou. Okay. Chelou. Bah enfin. Mais ouais, non, tout ça pour dire que ça pourrait être intéressant. Main event. Bah voilà, ouais, on peut pas parler de cette UFC sans parler du main event qui a été juste exceptionnel entre deux combattants exceptionnels et un combat qui va à la fin, qui, à mon avis, moi j'avais vu Tsarukyan gagner. Aïe. Bon, il le donne à Gamrot. Félicitations. Je suis pas. C'est le genre de combat où je savais que ça pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Peut-être que ce serait pas choquant. Peut-être que les juges au bord de la cage, ils ont vu quelque chose que nous on n'a pas vu. Je sais pas. Moi, je le voyais plus. Peut-être que comme je le trouvais meilleur debout, mais que Gamrot, c'est lui qui prenait un peu le dessus sur les échanges de grappling. Je sais pas. Peut-être que c'est ça qui voit et qui fait la différence. Moi, je vous avoue, un de mes grands regrets, et j'en rêve de ce combat, ce serait de voir Gamrot, donc le mec qui a gagné hier le main event, contre Saladin Parnasse. Le fameux. Ça, c'est un de mes gros regrets de combat, et en espérant, parce qu'ils sont encore tous les deux très jeunes, du coup, en espérant qu'un jour ça arrive, et peut-être dans l'UFC. Ouais, mais il y a encore de la marge, quoi. Mais ouais. Non, mais c'est clair, ce serait parfait. Hein. Et quelle tristesse de voir Tsarukyan complètement défait à la fin de son combat. C'était très dur d'aller l'interviewer alors que le mec il est au bout de sa life, il est au bord des larmes. Et le mec il reste quand même correct. Il dit bah écoute, je reviendrai plus fort, ça me servira de leçon. Quelle classe. Ouais, vraiment. En plus, moi je me fais aucun souci parce que il est encore jeune. Il me semble 26 Tsarukyan. Et typiquement, ce genre de défaite-là, dans 3-4 piges, je pense que ce sera le genre de moment où il dira « c'était parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait, machin ». Mais sur le moment, t'es jeune, t'es tellement ambitieux que là, tu te dis « putain, je viens peut-être de battre Gamrot, et en gros, en main event, mon premier main event, etc. » Ça fait beaucoup d'émotions en même temps, mais effectivement, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet de voir qui est qui dans ces moments-là. Et lui, 26 ans, certes, il est dégommé mentalement et émotionnellement, mais il reste classe. Il continue d'être cohérent dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Donc, c'est que des bonnes nouvelles. Puis, c'est ce qu'on disait avec Guillaume. En plus de ça, certes, il perd, même si, du coup, moi aussi, perso, je l'avais mis devant. Je lui ai donné les 3 premiers rounds et il n'y en a pas 18, à mon sens, pour Gamrot, les 2 derniers. Mais il perd officiellement, mais aux yeux des fans et même aux yeux, je pense, des matchmakers de l'UFC, c'est même pas vraiment une défaite. Il ne perd pas de place dans l'esprit de ceux qui font le matchmaking, je pense. Si ce n'est même, il en gagne en même temps que Gamrot, quoi. Enfin, vraiment, là, je pense qu'il a tellement marqué les esprits par son niveau technique, sa combativité, sa volonté, sa hargne. Enfin, il a pas perdu de stock, de stonks, quoi, je pense. Ouais.
Ah non, c'était incroyable. En tout cas, il méritait le combat, le combat, de, la nuit, le combat de la nuit. On a oublié, et comment on a pu oublier de parler de Umar Nurmagomedov. Je suis arrivé en milieu de combat, donc je vous laisse prendre celui-là. Je n'ai toujours pas vu ce combat. Après, est-ce que vous avez appris quelque chose de ce combat-là? Moi, je l'ai toujours pas vu, mais j'imagine qu'il y a... J'ai vu que la fin, moi. Donc, non, on n'a pas appris grand-chose. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Enfin, il devait gagner. Clairement, je crois que c'est 30-27, 30-27, 30-20... Non, pardon. C'est 30-27, je crois qu'il y a un 30-25 aussi. Enfin bref, il a eu une domination totale. Il a été jusqu'à la décision. Bon, enfin, c'est ce qu'on dit depuis un moment pour notre cher Umar Nurmagomedov. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un vrai step-up parce que finalement, à mon sens, je sais pas ce que tu en penses, Rust, et c'était même pas difficile pour lui. Son combat le plus dur en termes d'adversaire sur le papier, c'était son premier combat à l'UFC en fait. Le deuxième, Brian Keller, était bon aussi quand même. Oui. Et puis en soi, même. Sergey Morozov, voilà ça. Ouais. Même Nate Maness, il est vraiment bon. D'ailleurs, je suis en train de regarder que Nate Maness, qui était à 14-1 avant d'affronter Umar, seule défaite, Taylor Lapillus. Mais et c'était une petite masterclass de la part de Taylor masterclass, et c'est exactement pour le championnat bantamweight du TKO. Donc, tiens. Et puis, mais c'est vrai que voilà, depuis son arrivée à l'UFC, il était sur 3 victoires, enfin 3 combats à l'UFC, 3 victoires, 2 finishes. Donc certes, c'est pas des noms ronflants qu'on donne à Umar, mais c'est quand même des très très bons. Et peut-être que maintenant ils vont lui mettre quelqu'un d'un peu plus classé ou en tout cas plus médiatiquement reconnu, mais Nate Maness, c'était pas un petit joueur quand même. Hein. Ouais. Donc quand même impressionnant, même si il confirme en fait quoi. Parce que c'est vrai que je n'ayant pas vu le combat, je vais pas pouvoir en dire grand chose, mais par le résultat, effectivement, il a l'air de confirmer tout simplement que il est. On parlait de Abdul qui est de la tête et des épaules au-dessus de tout le monde pour l'instant qu'il affronte. Umar, c'est pareil à l'UFC, ce qui en fait quand même un sacré terrifiant prospect quoi. C'est clair. Pour moi là, faut lui filer un mec du top 15 là. Ouais. Le titre, carrément. Non mais filons-lui un mec du top 15, tu vois, parce qu'on sait, ça fait partie. Enfin, c'est comme honnêtement, Mohamed Mokaev. On va voir ce qui se passe le 23 juillet. Mais si à Londres, il confirme, pareil, directement, moi, je lui filerai un mec du top 15, tu vois. Il y a des gars, tu sais directement, qui sont calibre, pas champion, mais tu vois, contender. Enfin, puis le mec, il est tellement bien entouré. C'est plus de la perte de temps, puis un petit peu cassage de prospect, tu vois, parce que Nate Maness, c'est un gars qui fait des combats spectaculaires, mais tu vas pas lui mettre un expert en grappling, tu vois, parce que tu sais, bon, il va peut-être défendre 1-2 takedowns, et puis au bout d'un moment, ça va être compliqué pour lui, quoi. Donc, non, c'est vrai. Avançons avec Umar. Ouais, non, mais pourquoi pas Manel Cap. Ah ouais. Ah grave. En plus, dangereux ça pour Umar quand même. Hein. Ouais. T'étais sur les rankings là? J'étais sur les rankings, c'est pour ça il est 14e, Manel Cap. Il y a une. Je sais plus si c'était son adversaire qui était forfait à l'UFC 275. Soit ça, Tim Elliott, je serais pas contre non plus, parce qu'on a un mec qui est pretty slick, donc ça pourrait être cool aussi. Tim Elliott, avec Tim Elliott, ce serait un combat fun. Ouais. Tim Elliott, ce serait un combat fun, ouais. Allez, attends, Tim Elliott. C'est qui, les gars, c'est qui le numéro 12 là chez les Flyweight qui n'a pas de nom prénom, juste un nom? Tu connais pas le Tibetan Eagle, toi? Sumu de RJ? Ouais. Putain, mais comment je suis passé à côté de cette. Dans quel KT t'as dit, pardon? Flyweight. Flyweight, pardon. Sumu d'ARJ. Non, je plaisante, je connaissais pas non plus. Ah d'accord, en fait, parce que c'est 2 mots, son prénom c'est Su, et après c'est Mu-DRJ. Et ils l'ont mis en un seul. Ouais, ils l'ont mis en un seul sur les rankings. Le niveau d'irrespect quand même de la part de l'UFC. Non mais... En plus, 26 piges, prospect et tout. Et oui, mais oui, c'est son nom, ils sont sérieux. Ouais. Alors, il en est où? Non, 3 victoires consécutives, non. Attends, Juliana Peña, elle est championne bantamweight, mais elle est aussi classée numéro 3 des pound for pound, pardon. J'allais dire, c'est chez les femmes, ouais, chez les femmes. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Comment ils mettent Valentina Shevchenko numéro 1 femme
pound for pound. Et Nunes 2, juste parce qu'elle a perdu contre Peña, elle a toujours elle a déjà toujours une ceinture. Et 2, elle a toujours battu Valentina. Donc comment tu la mets pound for pound numéro 1? Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils prennent les derniers combats. Hein. Ouais, mais ça n'a aucun sens. D'ailleurs, vous avez hâte de voir la revanche Peña-Nunes? Moi, j'ai très peur. Je pense que Peña va se faire casser. J'étais au combat live. Le premier combat, j'y étais en live. Nunes n'a pas combattu ce soir-là. Et elle a abandonné. Il n'y avait pas étranglement. C'était même pas sous le coup. Et tu voyais qu'elle n'était pas dans le combat ce jour-là. Vraiment, elle a donné sa ceinture. Vraiment. C'était très bizarre. Ouais, elle n'était pas là. Vraiment. Ouais. Non, sauf que là, depuis, elle a pris le somme. Peña a mal parlé. Ils font l'Ultimate Fighter. Là, elle va venir, elle va essayer de montrer un truc. Et je pense que Peña va avoir très mal sur son prochain combat. Je sais pas, moi j'ai trop peur. J'ai vraiment trop peur que Nunes, enfin, tous les choix qu'il y a eu là de se barrer des Titi, parce que Kayla Harrison qui est en train de monter, mais en même temps les Titi, il n'y a que des tueurs à gages, qu'elle fasse son propre truc, qu'il n'y ait pas eu de... J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une vraie prise de conscience de ce qui s'était passé au combat précédent. J'ai l'impression en fait que Nunes là, elle est en train de régresser d'une force qui va faire que le deuxième combat, Peña va s'imposer, mais encore une fois, pas parce qu'elle est meilleure combattante qu'Amanda Nunes, mais qu'Amanda Nunes aura multiplié les mauvais choix. Et c'est ce qui me fait vraiment peur. Parce qu'intrinsèquement, pour moi, Nunes est plus forte. Il faut pas oublier qu'elle pourrait peut-être aussi avoir le syndrome de McGregor. Ce qui est, la meuf, elle a 2 ceintures. Ça veut dire que chaque fois qu'elle a combattu, c'était pour de l'oseille, des pay-per-view. Donc elle a gagné beaucoup d'oseille. Maintenant, elle a un enfant. Est-ce qu'elle a toujours le cœur à combattre comme elle l'avait à un moment? Est-ce que c'est pas trop divisé maintenant? Est-ce que sa tête n'est pas à trop d'endroits plutôt que comme avant, concentrée sur une seule chose, être la championne? C'est ça la question. C'est tellement de questions. Et ce combat, ça va répondre à ça. À mon avis, elle va éclater Peña. Elle va vouloir prouver que le dernier combat, c'était du pipeau. C'était du pipeau. Ouais. C'est vrai que je suis presque rassuré que ce soit la revanche contre Peña plus que si elle devait combattre quelqu'un d'autre. Parce que effectivement, au moins là, entre guillemets, comme dirait Michael Jordan, c'est personnel. Parce que au moins, c'est vrai qu'il y a le Ultimate Fighter, il y a le fait que ça doit la brûler au fer rouge, la manière dont elle a perdu cette ceinture quand même. Parce qu'elle sait que c'est pas elle sait qu'elle a perdu sa ceinture alors qu'elle aurait dû la garder. Donc c'est le seul truc qui effectivement me rassure pour Nunes, c'est que là, vraiment, je pense qu'elle va avoir à cœur de remettre les pendules à l'heure. Mais maintenant, cela dit, en fait, moi je suis d'accord avec toi Manu, mais c'est que tous les champions en ont parlé de la lassitude d'être champion, dans le sens, une fois que tu as battu les records, parce qu'il y a une tripotée de records maintenant qui est sous le nom de Amanda Nunes à l'UFC, c'est incroyable. Bien sûr. Une fois que tu as fait tous les records, que tu as fait ce que personne n'avait fait avant, double championne, elle a fait tous les trucs, elle a fini tout le monde, elle a impressionnant. Bien sûr. À partir d'un moment donné, c'est vrai que tu dois avoir... c'est ça qui fait que même Valentina Shevchenko, je pense que contre Taila Santos, il y a eu peut-être un petit côté... Ouais, tu te reposes un peu sur tes lauriers, quoi. Ouais. Et je pense qu'Amanda Nunes, il y a eu beaucoup de ça, mais c'est tellement humain que, voilà, quoi. Le temps fait son effet. Non seulement double championne, mais aussi la seule, parce qu'il y a eu d'autres doubles champions. Et Conor, il a été double champion, Cormier, Henri Cejudo. Randy Couture. Ouais, mais Randy Couture, il n'a pas eu 2 ceintures en même temps. C'est vrai. Attention, il y a eu Georges Saint-Pierre qui en a eu 2, mais pas en même temps aussi. Mais elle, c'est la seule double champion qui, en plus, a défendu au moins une fois chaque ceinture. La seule. Il n'y a pas un mec qui a fait ça. C'est vrai. Non. Daniel Cormier, il l'a pas, Non. parce qu'il a défendu contre Derrick. Il avait poids lourd. Mais il avait plus la lightweight. À ce moment-là, la light heavyweight. La light heavyweight, ouais, pardon. Ah ouais, c'est vrai, putain, c'est fou ça. La seule, c'est exceptionnel que dans un sport aussi macho,
ce plus gros record, à mon avis, c'est une meuf qui le tient, quoi. Ah, c'est stylé. Franchement, bah, ouais. Non, GG. En plus, c'est pas contre eux, si je me souviens bien. Elle a pas pris que des petites clientes pour défendre. Je vais quand même aller voir avant de dire des bêtises, mais. Parce qu'elle a affronté tout le monde. C'est-à-dire que tous les noms qu'on connaît et qui étaient à sa portée en termes de poids, elle les a affrontés. Jermaine de Randami. Donc, elle a défendu contre Jermaine de Randami. Elle a défendu contre Holly Holm. Raquel Pennington. Elle a défendu aussi contre Valentina Shevchenko. Elle a défendu contre Ronda Rousey. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou. C'est qu'elle a gagné contre Miesha Tate la ceinture. Elle a gagné sa ceinture contre des noms énormes et elle les a défendus contre des énormes noms. Et ça rend vraiment le truc très impressionnant, il faut avouer, c'est clair. Je pense la GOAT probable. Je pense vraiment que ce qu'elle a fait à Ronda Rousey, ça a commencé à intéresser les gens. Mais ce qui l'a rendu legit, c'est quand elle met KO Chris Cyborg. Où là, tout le monde s'est dit « Ah merde !» C'est elle, en fait. Tout le monde parlait de Chris Cyborg. Tu sais, Ronda, elle a beau être championne, elle a gardé la ceinture pendant un moment. Il n'y avait pas un jour où quelqu'un lui disait « Oui, mais t'es championne parce que tu combats pas contre Cyborg. » Là, Nunes, elle a pris le combat et elle a montré que c'était elle la patronne, quoi. Ça, c'était tellement... En fait, c'est vrai que... De toute façon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur le fait que ce soit elle la GOAT du MMA féminin, mais c'est vrai que ce qu'elle a fait là, c'est tellement incroyable au niveau, pour le coup, de la paire de baloches, parce que c'est vrai que on rappelle quand même que Chris Cyborg, personne... Enfin, ça se bouscule pas au portillon pour l'affronter, et il y a même eu cet épisode Jermaine de Randami où Jermaine de Randami a refusé d'affronter Chris Cyborg et elle lui a même laissé la ceinture. Alors qu'elle venait de gagner la ceinture, elle a dit non. Non, non merci. Ouais. Donc et pourtant donc c'est Amanda Nunes qui dit amenez-la moi, j'en veux Joe et donnez-moi Chris Cyborg quoi. Ouais. C'est franchement, elle est impressionnante. Écoute, cette soirée de combat, pareil, j'y étais live. J'avais emmené Franck. Donc pour John Jones, c'était John Jones Gustafsson 2. Nunes Cyborg. Au forum. Oui. Volkanovski contre le mec de la team Alpha Mare, Chad Mendes. Pareil, c'est le combat qui, d'un coup, les gens regardaient Volkanovski en se disant « Ah merde, attends, c'est qui lui ?» Tu vois, parce que il arrive et il explose Mendes. Ouais. Donc, grosse soirée de combat ce soir-là. Quel souvenir. Quelle incroyable vie quand même. Quel souvenir. Non, mais c'est clair, franchement. D'ailleurs, est-ce que c'est pas la dernière fois, et peut-être la dernière fois à tout jamais, que lors de ce 29 décembre 2018, on avait Prime John Jones? Toi, tu lances des débats comme ça, toi? Il a pas... Comme ça, là. Ouf. Est-ce que c'était vraiment Prime? Est-ce que c'était vraiment Prime John Jones? Enfin, Picogram John Jones. Pictogram. John Jones. Get your shit together, boy. Il nous tease. Ce qu'il a fait à Gustafsson. Il nous tease cet enfoiré. Hein. Il met des tweets chelous. J'arrive. Je reviens. Je repars. On dirait que j'attends mon daron qui est parti acheter des cigarettes et qui revient que 15 ans plus tard, tu sais. John Jones, arrête de nous la faire, celle-là. Mais papa, tu m'avais dit que tu allais chercher des cigarettes, t'es parti où? Non, c'est vrai que c'est ça, en plus. Allez, mais c'est vrai que c'est la dernière fois où on l'a vu aussi impressionnant, c'est vrai. Mec. Et Miocic porté disparu 7, frérot. Reviens, il va falloir envoyer Chuck Norris pour retrouver le soldat Miocic ou quoi? J'avoue, lui, il est vraiment silence radio. Mais oui, t'as raison, tu l'avais déjà dit la dernière fois, mais attends, je vais regarder. C'est ouf. Même plus de... si vous voyez Miocic quand il stream sur Twitch... il stream? Il a fait un post il y a 4 jours, mais c'est vrai qu'il fait que des trucs qui n'ont rien à voir. Il stream sur Twitch, et il fait du Warzone ou du Call of Duty. Et mec qui parle app, c'est que des ou alors il dit tu sais à ses teammates, ouais, il y a les mecs qui arrivent à gauche.
Ah ouais. Mais du coup, ça marche pas. Bah non, ça marche pas du tout. Mais ce qui est drôle, par contre, c'est la dernière fois qu'on l'a vu à un event où là, il était comme un fou, il teasait, il gueulait avec le public. Et là, je me suis... Mais c'est qui ce Miocic? Je l'ai jamais vu comme ça. Ouais. Je l'ai jamais vu comme ça, ce Miocic. De toute façon, quand il est dans l'Ohio, il est possédé à chaque fois. Je te jure. Ah non, attendez, son dernier post là, il... Ah non, il est juste... Oui, c'est ce que je t'ai dit il y a 4 jours, mais il dit rien du tout en fait. Ouais. Il dit pas ce qu'on veut lire, quoi. Ouais, c'est clair. Parce qu'on attend. Oui. Est-ce qu'il serait pas temps pour nous de finir cette tier list des soumissions? Terminons cette sale histoire. Alors, repart pour un petit bout de temps là, les gars. Here we go un peu de temps ou... Bon, on avait déjà fait pas mal quand même. On avait déjà fait pas mal. Fait pas mal aussi. Pour moi, il reste une bonne moitié. Bah, est-ce que du coup, bon, je suis chaud. De toute façon, là, on est très bien. On avait arrêté où? On était au deuxième là, au deuxième tiers. Ouais, deuxième tir. Ouais. Deuxième tir. Alors. Bah moi, je vais commencer par le deuxième tir avec Nate Diaz, Conor McGregor 1. C'est propre, c'est propre. Pour moi, il était dans le 1. Hein. Moi, je le vois en 2. Ouais, je réfléchissais. Moi, je mets en 2 parce que c'est pas une question d'exécution. En fait, elle a marqué l'histoire du MMA, mais c'est plus le contexte qui fait que c'est pas la recherche de la soumission. D'ailleurs, honnêtement, Conor McGregor donne un peu la soumission à Nate Diaz, tu vois. Il était gassed out, ouais. Il y avait plus de jus, quoi. Donc pour moi, tu vois. Mais pourquoi? Mais attends, mais du coup, qu'est-ce qu'il fait pas en 1? Bah parce qu'en 1, moi j'ajoute le côté exécution, le côté recherche de la soumission. Là, clairement, Nate Diaz, c'est aussi pas Conor pour un titre. Voulait que ça se termine comme ça. Ouais, c'est aussi pas pour un titre, ce combat. Ouais, c'est vrai aussi. Donc il manque le petit truc en plus qui fait que ça a un impact aussi. On n'est pas sur par exemple, Reborg Dimitrius Johnson, par exemple. Ouf. Attends, donc vous mettez la soumission de Reborg Dimitrius Johnson devant la soumission Diaz McGregor. Tu veux dire une soumission? Ouais, monsieur. Ah bah attends, si on joue à ce jeu-là... Non mais, oui, moi je suis d'accord, la soumission de Reborg par Dimitrius, c'est un move qu'on n'a jamais vu, c'est pour une ceinture, c'est qu'on verra sûrement plus jamais. Je veux dire, partir sur un suplex, tu changes de direction, t'attrapes le bras, tu passes le genou en l'air et tu finis. Ça m'étonnerait qu'on revoie ça un jour. Un truc qu'il n'a même pas travaillé. Il le sort naturellement, son move. Exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que même si c'était un gros combat net contre Conor, il manquait le petit truc pour que ce soit... Voilà, s'il y avait une ceinture, je me serais dit, bon. S'il y avait eu un vrai fight de grappling dedans, je me serais dit, bon, d'accord. Mais là, je suis d'accord avec Guillaume là-dessus, où presque... Je te dis pas qu'il a fait, mais tu as presque l'impression que Conor voulait que le combat s'arrête et il donne son dos un petit peu facilement. Agreed avec Manu. Bah, bons analyses quand même. Quoi? Mais non, mais Ross, regarde le combat et là, c'est pour ça, que ce chaos-là. C'est pour ça que pour moi, ce chaos-là est extrêmement important. C'est le chaos de Dustin Poirier contre Conor McGregor. Conor McGregor contre Dustin Poirier, il essaye de faire la même chose. Quand il est dans le mal, il essaye de plonger dans les jambes pour faire un takedown où il sait très bien que ça sert à rien. Et Dustin le cueille avec son petit crochet et là, boum, knockdown de Conor et là, c'est terminé. Parce qu'il allait plonger, il savait que c'était mort. Et il se disait, bon, bah, je vais faire ça, il va m'y étrangler, c'est terminé, tu vois. Et dans le sens, il n'y a pas eu cette recherche-là, comme, on va pas spoil, mais comme celles qui sont plus haut, justement, celui qui finalise par soumission est vraiment à l'initiative, tu vois, de bout en bout. Là, Nate Diaz, il n'y a pas eu tout ce travail-là de recherche. Ouais. Pas comme, par exemple, la fameuse, celle que tu avais retenue, Big Rusty. Enfin, non, que Manu avait retenu avec le gros fuck de Nate Diaz au public, tu vois. Pellegrino, ouais. Ok. Bah, avançons comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, enfin, comme c'était... Je pensais même pas que dans nos critères, il y avait recherche de soumission. Pour moi, quand la soumission est là, c'est la fin. C'est une Non, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le fight pour la soumission rajoute
à la beauté de la soumission. Quand la soumission est donnée, tu vois, c'est comme si on parlait. C'est comme si on parlait. C'est comme si on avait mis Peña qui soumet Nunes. Pour moi, ça peut pas l'être parce que pour moi, il n'y avait pas soumission. Pour moi, c'est Nunes qui abandonne. Non, je vois ce que vous voulez dire. Alors que c'est quand même une soumission qui a été importante. Oui. Non, c'est vrai. Ok, vous m'avez convaincu. Moi, donc on est d'accord que le numéro 1, c'est le top tier. Hein. Ouais. Ok. Pour moi, dans le top 2, je mettrais vraiment 2 soumissions assez récentes. C'est Oliveira qui soumet Geji et qui soumet Poirier. Ouais. Après frôler le chaos et la défaite. Pour moi, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est ça qui rend ces soumissions exceptionnelles. C'est que le mec, il est au bord du chaos. Il est au bord de perdre. Et le mental est tellement fort qu'il revient et il soumet 2 mecs qui sont au plus haut niveau et qui auraient pu eux-mêmes gagner ce combat. Ce retournement de situation qui fait que pour moi, c'est la soumission, c'est le cœur du champion qu'Oliveira a, c'est d'arriver à retourner la situation et ne pas abandonner, puisque beaucoup auraient abandonné. Non, c'est clair. Non, et puis en plus, il marque l'histoire. Enfin, c'est réussir à défendre ses ceintures comme ça. Enfin, oui, c'est ça. C'est une défense contre. C'est une défense de ceinture. Ouais, c'est juste, enfin, c'est monstrueux. En plus, du coup, dans la catégorie qui a été mise en lumière par Khabib, par sa toute puissance sur les dernières années, et Oliveira arrive et il le fait en encore moins de temps contre les mêmes adversaires. C'est vrai que c'est monstrueux et je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça reflète un peu, c'est marrant parce que pour moi, ces combats reflètent un peu la carrière d'Oliveira, où on l'a vu perdre, on l'a vu abandonner les combats, mais il n'a jamais abandonné sur sa carrière et il est revenu encore plus fort et il a fini par choper cette putain de ceinture. Et ça, c'est que mon avis. Je pense que personne ne pense aujourd'hui qu'Oliveira n'est pas le champion. Pas pour il perd la ceinture pour une demi-livre, mais il gagne le combat. Je pense qu'il n'y a personne dans le monde qui se dit « Ah bah non, c'est pas le champion, t'as vu, à cause de la pesée, il a perdu. » Non, tout le monde sait que le champion de cette catégorie, c'est Oliveira. Et je pense qu'il n'y a personne qui pense qu'il ne mérite pas cette ceinture. Et je trouve que l'UFC devrait trouver un truc pour overturn, pour lui rendre sa ceinture, parce que je trouve dégueulasse que justement, à cause de ça, il va manquer énormément d'oseille sur les pay-per-view du prochain combat. Surtout que certes, il a manqué le poids, mais la balance était frauduleuse. Ouais. Et en plus, mais c'est extraordinaire, ils ont tous été d'accord, même Dana White, pour dire bon, c'est vrai que la balance, il y avait un problème, elle a déconné, et on ne rend pas le titre, tu vois. Parce que la commission, c'est la commission. Dana White, il peut leur dire tout ce qu'il veut. Surtout qu'il a manqué le poids. Enfin, je veux dire, factuellement, il a manqué le poids et les autres l'ont fait. J'ai jamais compris pourquoi, en dehors des titres, ils ont le droit à un petit écart, mais pour le titre, il faut que ce soit exactement ça. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. J'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça. C'est bizarre, c'est 156 hors titre, Ouais, je ne sais pas. Rusty, toi qui travailles à la commission athlétique du Nevada. Non, je pense que c'est simplement que du coup, c'est parce que le combat pour le titre... Enfin, ils te permettent un petit truc quand c'est pas pour le titre, mais pour le titre, en gros, c'est en mode, ça doit être carré de Binks dans l'axe, quoi. Donc, ouais, voilà, ça vous satisfait comme explication? Bon, on va dire que oui. On va dire que oui. Bon, allez, Rust, alors toi. Je sais plus si je l'avais dit, mais moi c'est un peu du old school, mais il y en a 2 old school là que j'ai envie de placer. La première, c'est Nogueira versus Bob Sapp, parce que on aurait peut-être dû la mettre dans le top 3, mais dans le tier 3. Mais pour moi, c'est une soumission qui a tellement marqué l'histoire du MMA par son retentissement. Tu peux me la répéter? J'ai raté juste le passage où tu as dit Nogueira contre Bob Sapp. Ah ouais. En fait, parce qu'en fait, le truc, c'est que oui, c'était pas pour un. C'était peut-être même pour un titre d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était un moment où Bob Sapp était terrifiant, mais terrifiant. Personne voulait le prendre.
Et Nogueira, parce que c'est Nogueira, a fait bah moi je vais au charbon, il n'y a pas de problème. Et le combat est, mais il est titanesque. C'était un film, ce combat, mais un film. Et à la fin du combat, il n'y a pas marqué que c'était pour le titre, mais en tout cas, Antonio Rodrigo Nogueira à ce moment-là, il était dans son prime. Et il réussit, après s'être fait mais malmené, maltraité, mais vraiment. Et je dis pas ça pour la blague ou quoi, mais enfin, vous voyez ce gif là de Avengers où Hulk qui prend Loki et bah, c'est pareil. Et vraiment, je vous jure, c'est pareil. Ouais. Il y a des slams qui passent alors que t'as l'impression qu'il a le triangle, mais mettre un triangle à Bob Sapp si tu veux. Enfin, le mec, il a des trapèzes de 2 mètres, ça sert à rien. C'est clair. Mais il tente tout, il fait tout, il abandonne jamais Antonio Rodrigo Nogueira et à un moment donné, il arrive à placer le armbar et à ce moment-là, mais vraiment, enfin, c'était tellement la définition même de est-ce que la technique peut battre grosso modo un alien en fait. Et la réponse a été oui ce jour-là. Et je me souviens non, parce que je ne suivais pas le MMA à ce moment-là, mais quand je m'étais gavé des histoires, des récaps, des vidéos que j'avais pu voir sur le sujet, des documentaires de ce moment-là, apparemment, ça a été, et Joe Rogan en parlait pas mal aussi dans son podcast avec Eddie Bravo, pour tous ceux qui suivaient déjà un peu le MMA à ce moment-là, apparemment, ça a été monstrueux. Bien sûr. Et du coup, je pense que ça peut avoir sa place dans le tier 2. C'est plus... Je vois où tu le mets. Je le mettrai pas dans le tier 2, mais je vois pourquoi tu le mets. Ok. Déjà, quand tu vois les deux mecs arriver, tu dis non. Comment arrêtez. Comment ils ont laissé ça arriver, quoi. Tu dis c'est pas possible. Tu dis mais comment un combat comme ça, comment c'est légal? Et là, Japon. Et là, exceptionnel, ouais, c'est une soumission. Disons que si tu arrives, tu connais pas le MMA, ouais, et tu vois ces deux combattants arriver, tu dis bon, je mets tout mon oseille sur ce mec-là, et là sortir une soumission sur lui, c'est exceptionnel. Ouais. Et après, c'est fait, mais vraiment, mais bien sûr, valdingué, gangbangé, et du coup, mais t'as raison. En fait, c'est vrai que elle mérite d'être nommée et d'être dans le tier 3, mais c'est vrai que pour la moi, soumission en elle-même n'est pas unique et elle est pas, même s'il était impressionnant Bob Sapp, c'était pas soit pour un titre, soit pour un truc charnière. Pour moi, elle va avec la soumission dont j'avais parlé la semaine dernière, qui était Royce Gracie qui soumet Dan Severn. Ouais. Où tu les vois les deux arriver UFC 4, tu dis mais non, comment on laisse ces deux mecs là combattre? Et il le soumet. Et après, Dan Severn devient le Dan Severn qu'on connaît tous si vous êtes fan de MMA. Mais commencer comme ça et avoir un Royce Gracie qui soumet ce monstre, ça va avec ça. Ouais. C'est vrai. Dans mon tier 2, et je ne sais pas si j'en avais parlé aussi, j'aimerais beaucoup mettre Khabib Gedji. Dans tier 2? Oui. Parce que pour moi, Khabib Gedji, ça montre à quel point Khabib était dominant. Parce qu'il emmène au mec au sol, qui est à la base un mec de division 1 de lutte aux États-Unis. Et division 1 de lutte, ça veut dire que tu es international, les gars. Et le mec est All-American, donc ça veut dire le top du top des lutteurs aux États-Unis. Il l'emmène au sol avec une facilité exceptionnelle. Et là, il a le ground and pound, il a le mount, il a le ground and pound. Il peut lui niquer sa race, mais il sait, comme ils ont le même manager, il sait que la famille de Justin Gaethje est là dans le public en train de le regarder. Et le mec, dans le combat, il se dit « Putain, je peux pas le massacrer devant sa famille. Il faut que je l'étrangle. » Et là, il part sur un étranglement Sangakuji, mais du dessus, qui est vraiment pas facile à passer, surtout sur un mec de ce niveau-là. Et il le finit, le soumet, juste parce qu'il voulait pas lui taper la gueule devant sa famille. Ouais. C'est difficile de faire plus légendaire. Non, c'est clair.
Mais moi j'avais en tier 1. Ah, tu l'as mis en tier 1. Oh, moi, je suis allé tier 1, je suis allé avec le cœur, les gars. Tier 1, j'en ai mis qu'une et je l'ai mis avec le cœur. Ah oui, ok. Parce que on sait déjà celle que t'as mis. Il y a aussi la, il y a aussi il y a aussi tout l'après combat. Parce que le gars direct part, c'est pas. Oui, ouais, c'est ça, lourd de sens. Qui fait que c'est historique, ouais. Bien sûr. Bon, on tire tout. Moi, les gars, j'avais. Il y a un jeu qui était sorti, je pense que Manu t'y a joué, qui est peut-être un peu considéré comme old school maintenant, qui s'appelle Left 4 Dead. Qui était un jeu de PC contre des zombies. Et moi, j'avais, au-delà du jeu que j'aimais bien, le Left 4 Dead, c'était une époque où je parlais pas anglais. J'étais en mode putain, laissé pour mort, c'est stylé d'appeler un jeu comme ça. Et c'est ce que Jon Jones avait fait à Lyoto Machida. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que cette guillotine, je l'ai mis en tier 1, en tier 2, parce que la manière dont il laisse Machida, le fait qu'il n'en ait rien à battre, et que c'est ses coachs qui lui disent bah va quand même checker le gars parce que non, c'est les vivants quand même. Buté, quand même. C'était la photo. C'est, je crois, Desterlin de MMA Fighting. Elle est légendaire. Non, mais en légendaire. Plus, de faire ça à un autre être humain et Machida, quoi. Cette guillotine chelou, c'est une guillotine, mais qui est faite comme un rear naked choke de devant. Et le truc, tu vois le coup tordu, tu dis, il lui a brisé la nuque. Et là, le mec, il go, tu vois, putain, je parle franglais. Tu vois les bras qui tombent, les jambes qui tombent. Tu vois que le mec est là, quand il le lâche, ouais. Il se vomit lui-même. Ouais. Ah non, c'était... Oh là 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 là. En plus, c'était un moment où il était un peu connu pour ça, Jon Jones, parce que souvenez-vous, il y avait eu des vidéos d'entraînement qui circulaient où il mettait KO ses sparring partners et il faisait pareil, il faisait des walk-off KO contre ses sparring partners. Et du coup, il y avait des entraîneurs qui lui disaient va le voir quand même, s'il te plaît. Non, c'était même pire. Je crois que c'était Greg Jackson qui lui avait dit gagne des fans. Oui, gagne des fans, des fans et va quand même le voir. Ouais. Et donc mais c'est le Jon Jones, enfin c'est l'éternel débat en fait. C'est ce Jon Jones là qui est un Jon Jones mais sauvage et presque à la limite de l'associabilité tellement il s'en fout visiblement de ce qui cause aux autres êtres humains. Bah, c'est aussi ça et ce vice. C'est le même Jon Jones qui tamponne une femme enceinte en voiture, qui sauve en courant et après qui se dit ah merde, j'ai oublié ma weed dans la voiture, qui revient, prend sa weed et se ressauve en courant. C'est le même Jon Jones. C'est ça. Sauf que là, dans le rôle de la femme enceinte, c'était Lyoto Machida. Non, c'est clair, c'était d'une violence rarement vue. Et dans un combat où Jon Jones avait été un peu mis en difficulté quand même debout. Un peu. C'est vrai. C'est vrai. Pas s'enflammer non plus. Petite mention spéciale, je reviens un peu en arrière en parlant de Jon Jones. Petite mention spéciale parce que la soumission n'est pas allée jusqu'au bout, mais a fait mal. C'était justement Vitor Belfort sur Jon Jones qui chope un putain de Jujigatame. Et Jones en parle après. Il a senti le coup de craquer plusieurs fois. Il arrive à s'en sortir de justesse, il finit le combat et gagne. Mais moi, je me rappelle le regarder, j'étais à la maison, je me disais non, de tous les mecs, c'est Vitor qui va lui prendre son bras, tu vois. Et ça aurait été ouf. Ça aurait été ouf, ceci dit. Ouais. Sauf que c'est le Jon Jones qui, donc, c'est l'avantage aussi d'être sauvage et d'être un mec qui s'en bat les couilles, c'est que il a un ego qui est tel que jamais il aurait accepté de, même s'il se faisait péter le bras, c'est en mode l'ego à la Gracie, quoi. De toute façon, hors de question qu'il abandonne sur quoi que ce soit. C'est Jon Jones, quoi. C'est Jolly Bones Jones. T'en avais un autre dans le tier 2, Big Rusty? On peut l'évoquer juste vite fait. J'avais mis AJ McKee contre Caldwell parce que c'était vraiment une soumission qu'il avait lui-même créée et qui était pour le titre du Bellator et c'était stylé. Pour placer autre chose du coup que l'UFC et le Pride en tout cas. Mais sinon, non. Tac. Moi j'avais mis Johnson Borg du coup. En tier 2 du coup. Moi je l'avais mis en tier 2 aussi, Johnson Borg. Ouais, donc voilà, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Allez, tier 2, ouais. Mais l'exécution était magnifique quand même. C'est le cas de le dire.
Ouais. Bah, c'est un truc Ils l'ont mis dans le jeu UFC d'ailleurs, et tu peux la faire que avec Demetrius Johnson. Oh, ça c'est stylé. Ah, ça c'est bien. Ah ouais. Ils ont mis enfin du respect sur son nom à cet homme-là. Alors, c'est cool. Je l'aime profondément, DJ. Vraiment. Oui, parce que tu le connais en plus. On avait fait des streams ensemble, on avait fait un truc, et le mec, je lui avais dit, écoute, tu sais, il y a beaucoup de gens qui hésitent la connexion avec l'acteur porno, tout ça. D'ailleurs, je vous remercie, les gars. Lui, je lui parlais, on avait joué ensemble, et je lui dis, tiens, je fais un stream caritatif, bientôt, ça dit de venir jouer pendant 1 heure, toi et moi. Zéro hésitation. Quel jour, quelle heure, dis-moi, je serai là. Waouh. Grande classe. Et c'est un vrai gamer. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais lorsqu'il a passé le deal avec le One FC, dans son deal, il avait placé aussi une équipe e-sport One FC. Ah ouais? Ouais. Ouais. Putain, il joue à quoi, DJ? Il joue à tout, le mec. Vraiment, il joue à des... c'est un gros joueur de WoW, de World of Warcraft. Gros joueur de WoW. Mais il joue aussi à des FPS, il joue à Dragon Ball Fighters, il jouait à Marvel vs Capcom, il jouait à plein... Vraiment, c'est un multiplayer, quoi, le mec. Il était même sponsor Xbox, non, à un moment donné, je crois. Bien sûr. Ouais. Gros sponsor, ouais. Purée. Être sponsor Xbox à l'époque dans l'UFC, c'était ouf, quoi. Ah mais c'est clair, c'était le seul à l'avoir fait d'ailleurs. Non, c'était impressionnant. Putain, ça fait plaisir d'avoir, en plus de savoir que, même si on s'en doutait, de savoir que même toi qui l'as personnellement vécu avec lui, c'est vraiment quelqu'un de bien, ça fait plaisir. Un bon gars, un bon papa, le mec qui est bien dans sa tête. Incroyable. Non mais si, ouais, c'est vrai qu'on l'avait, tu te souviens, on avait fait un truc à Vegas avec le One FC, Guillaume, et il y avait Misha Tate, il y avait Rich Franklin, il y avait Demetrius Johnson. Il y avait Victor Belfort ou pas? Je crois pas. Et en gros, c'est vrai qu'il nous avait impressionné, DJ, parce que il était mais tellement accessible. Il y a même un gars, un petit qui avait genre 10 piges, qui avait mal prononcé son nom, mais il avait défoncé son nom, quoi. Je sais plus ce que c'était. Et il avait rebondi en vanne dessus, il avait fait marrer tout le monde. Enfin, vraiment, tu sens qu'il se prend tellement pas la tête et qu'il surtout ne l'a pas grosse. Bien sûr. Ça fait du bien. Il fait vraiment du bien, DJ. Ok. Top tier. Donc là, est-ce qu'on avance? Le top tier. Là, on est dans le numéro uno. Et n'hésitez pas sur le chat à nous mettre vos soumissions. Numéro 1, votre God tier. Dites-nous ce que quelle a été votre soumission à vous, les gars. Par contre, ne parlez pas des soumissions que vous avez vues dans mes films, s'il vous plaît. On passera là-dessus. Soumission sexuelle. Oh my god. Alors Manu, on va commencer par toi parce qu'on sait tous celle que tu veux mettre classique parmi les classiques. Est-ce que la question que j'ai, c'est est-ce que tu étais en présentiel? Non, mais j'avais énormément de monde chez moi. Énormément de monde chez moi. Et tout le monde voulait qu'ils perdent, sauf moi. Et moi, j'engueulais tout le monde. Et eux, ils se foutaient tous de ma gueule. J'essayais de leur dire, mettez vos bras en l'air, on lui envoie un Genki Dama. On lui envoie notre énergie. Et tout le monde disait, mais non, on veut qu'il perde. Je disais, mais comment vous voulez qu'il perde? Le meilleur combattant de tous les temps de l'UFC, du monde entier, de l'univers. Oh là là. C'est le fameux combat Anderson Silva, Chael Sonnen 1. Anderson Silva qui, à l'époque, était juste le Destroyer of World. Il était l'intouchable, le fort, le très très fort. Monsieur, je fais peur à tout l'univers. Et là, arrive Chael Sonnen. Chael Sonnen, c'était le Conor McGregor 0.5 de l'époque. C'était le Conor avant le Conor. C'était monsieur, je parle, mais je déboîte aussi les gens. Le mec, il était tellement fort à parler et il avait dit tellement de trucs immondes à l'époque, notamment sur les Brésiliens et sur Brésil. Sur la femme d'Anderson Silva. Sur la fameuse phrase, avec la fameuse phrase, je vais arriver chez Anderson, je vais donner un coup de pied dans la porte arrière, je vais mettre une claque sur les fesses de sa femme et lui demander de me cuire un steak, saignant comme j'aime. C'était ouf. Ça fait plaisir. Et personne ne voit Chael gagner.
Et là, pendant 4 rounds et demi, non seulement il maîtrise Anderson Silva, mais il le punit comme il n'a jamais été puni toute sa carrière. Tout le monde se dit c'est mort. Anderson, il est fracassé, il est fatigué, il s'est pris du ground and pound toute la soirée. La seule manière pour lui de gagner, c'était de mettre un KO. Mais tout le monde avait oublié que Anderson Silva est aussi ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et tout le monde avait oublié que dans le passé, Chael Sonnen avait déjà perdu 2 fois par un étranglement, notamment pour une ceinture. Paulo Filho. Exactement. Et là, après 4 rounds et demi de domination, Anderson Silva sort de nulle part un étranglement en triangle, aussi connu sous le nom de Sangakujime pour les puristes. Il gagne. Et là, je me retourne. Je me rappelle à l'époque, j'avais une salle chez moi. C'était une salle genre cinéma, tu sais, avec les sièges inclinés, avec l'écran, le projecteur et tout. Et j'étais debout. Et là, je me retourne devant tout le monde et je leur mettais des gros doigts parce qu'ils étaient tous. Ils m'ont tellement mal parlé toute la soirée. Et là, mon gars gagne son combat. Mais ça devait être fou, même, parce que du coup, moi, je l'avais pas vu en live, mais du coup, pour toi, Manu, mais le moment où il a placé le triangle, ça devait être la folie. Mec, tout. J'étais trop heureux pour lui, j'étais trop content qu'il sorte cette soumission, et en même temps, juste le fait de mettre dans la gueule de mes potes, qui m'avaient charrié toute la soirée, qui se foutaient de ma gueule pendant 22 minutes et demie. Juste pour ça. Anderson, jouissance. Merci Anderson. Merci. À jamais. Et bien sûr, le combat numéro 2 où il a maltraité Chael Sonnen. Tout le monde croyait que ça allait être... là, ce qu'il lui a fait, coup de genou dans le plexus, fini. Bref. Mais d'ailleurs, même pour le premier combat, il faut aussi rappeler que de toute façon, s'il avait perdu, malgré ça, ça faisait très mauvais genre pour la carrière d'Anderson Silva, mais la victoire aurait probablement été overturn parce que après le combat, Chael Sonnen a popé pour des taux, c'est même pas anormalement élevé. Il y avait un ratio pour la testostérone qui était permise pour les combattants, qui était en gros un ratio de épitestostérone qui est censé être... Les êtres humains normaux, c'est 1 à 1, genre 1 contre 1. T'avais une petite permission d'aller à 4 contre 1 ou 6 contre 1 en termes de ratio hormonal pour les combattants. Et c'était déjà abusé. Hein. Et Chael Sonnen, le jour du combat, était à 17 contre 1. Donc ça veut dire qu'il devait être chargé à bloc. Ouais. Du coup, bien plus, parce que je me rappelle que aussi Overeem s'était fait popper à, je crois, 9 ou 10. Ouais, c'est ça. Donc bon, en plus, à une autre époque, oh merde, putain, marchage. Oh là là, oh là là, oh. Ah, on parle. Attends, on parle de stéroïdes. Il dit ah merde, marcharge. Non mais de toute façon, tout le monde le sait qu'il est chargé, Big Rusty. Putain, regarde. Tu sais que je pourrais faire de toi une star. Hein. T'as un corps d'acteur porno quand même, Rusty. Ah oh. Mais d'ailleurs, si un jour le MMA ça te saoule, je ferai de toi une star, frérot. Mais d'ailleurs, on y pensait, Manu, parce que tu sais, on a un type de vidéo qui s'appelle La sueur en sueur. Oh, ça y est. Et ce serait peut-être l'occasion de faire ce petit test-là. Bah, c'est pas facilement monétisable sur YouTube. Hein. Non, mais on n'est pas obligé de monter les trucs. On monte le backstage jusqu'au moment. Bah oui. C'est vrai. Ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Non, bah c'est bien, le rendez-vous est pris. Putain, c'est aussi facile que ça, mec. Tu vois Dana White, tu peux faire les combats là. C'est ça, bah ouais. Damn, business c'est facile quand même. Je te jure. Allez, j'ai hâte d'entendre les vôtres, les gars. Guillaume, tell me all you got. Mais non, mais le problème c'est qu'on lui a ruiné. On lui a ruiné son truc. On lui a ruiné son truc.
Je l'ai sorti. 11 avait Khabib Gedji et puis Anderson Sonnen. Voilà. Et ceci dit, Anderson Sonnen. Oui, le Gedji Khabib, ça allait aussi, ça peut aller. Ouais. Pour moi, je l'ai mis en 2. Je l'ai mis en 2 parce que pour moi, la numéro 1, ça restera toujours celle-là. Maintenant, oui, je vois très bien le Gedji Khabib en numéro 1 aussi. Hein. Mais moi, les gars, là, il y a quelque chose qui me chiffonne quand même. Hein. C'est que... Ouais, on discute, on est bien, tout ça, ça fait des tier list des soumissions, on est dans la tier list principale. Il y en a une que vous n'avez même pas évoquée. Oh merde. Il me semble. C'est Fedor Verdum. Ouh. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai qu'en plus, c'est là, tu la teases depuis un petit moment. Je dis ça. T'as pas tort. Parce que quand même, les gars, c'est la soumission qui a mis fin au règne d'un des top 3 meilleurs combattants de tous les temps. Et ça a été la surprise de l'année 2010, il me semble. Et c'était le triangle qui a choqué la planète. Il n'y avait pas de titre en jeu, c'est vrai, mais c'est tout comme. Fedor était un titre à lui tout seul. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je la mettrais bien en God tier. Hein. God tier? Ouais, je sais jamais comment on dit. Il y a S tier, God tier. D'autant plus que Verdum sortait de l'UFC, qu'il était en phase un peu bizarre quand même, tu vois. Ouais, c'est ça. Il s'était fait sortir de l'UFC après son combat contre Junior Dos Santos. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Il combat qui? Là, ils le font venir. Il combat Fedor. Donc tout le monde se disait, bon, bah, encore un Jujitsuka que Fedor va éclater, quoi. Ouais. Et là, quelle ne fut pas la surprise de toute la planète quand la planète entière, même peut-être même jusqu'à Pluton, quand en fait il arrive à caler le triangle à Fedor et vraiment piéger. Bon, on rappelle quand même que Fabricio Verdum c'est aussi un champion du monde de jiu-jitsu brésilien à la base. Bien sûr. Donc ça n'est pas n'importe qui. Mais on avait vu Fedor tellement dominer tout le monde. Attends, je vais finir ma bouchée. Pardon. Rusty! Non mais j'avais une chic. Ça fait un peu comme les écureuils, tu sais. Oh là là, c'est pas possible. Il était donc champion de jiu-jitsu brésilien, et c'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément, mais surtout, on savait que Fedor, jusqu'à maintenant, avait résisté à tous les styles, tous les combattants, quel que soit le poids, quelle que soit la provenance, n'importe quoi, Fedor allait gagner. C'était comme l'Allemagne à un moment donné, c'était 11 versus 11, à la fin c'est l'Allemagne qui gagne, c'était pareil en MMA. Le MMA, c'est 2 combattants, à la fin c'est Fedor qui gagne. Et là, effectivement, Fabricio Verdum arrive, place le triangle, et vraiment on attendait tous le moment où Fedor allait sortir du triangle comme d'habitude, il allait trouver un moyen, il allait commencer à mettre du ground and pound parce que le ground and pound de Fedor c'est pas le ground and pound de Monsieur Tout-le-Monde, il est terrifiant, et sauf qu'en fait il ne s'est jamais échappé de ce triangle, et c'est devenu le premier Fabricio Verdum à réellement battre Fedor de toute sa carrière. Oui, exceptionnel. C'est vrai que personne n'avait vu venir celui-là. Et c'est aussi comme ça que Fedor est tombé dans une spirale un peu chelou où il perd contre Dan Anderson, il perd contre Antonio Silva. Ouais, Bigfoot Silva. Et là, tout le monde commence à se dire, ah merde, en fait, est-ce que il perd parce que c'est plus le Fedor Prime ou est-ce qu'il perd parce qu'il a jamais été contre les... Tu vois, il y a eu beaucoup de doutes là-dessus. Ouais. Mais c'est cruel parce que c'est le fait qu'il n'ait pas été à l'UFC qui fait qu'il y a tous ces doutes, mais c'est tellement cruel quand tu vois qui il a affronté dans son prime. Que ce soit Crocop, que ce soit Nogueira, que ce soit... il y avait même, comment s'appelle-t-il, Coleman, qui à l'époque était vraiment ultra chaud. Enfin... même en soi, Arlovski, lorsqu'il est sorti et qu'il a combattu Arlovski était vraiment super chaud aussi. Tim Silva, à ce moment-là, était chaud aussi. C'est dur, quoi. C'est dur de dire qu'il n'a jamais affronté. Ce sera des critiques à jamais. Bien sûr. Mais les vrais savent quand même. Et à la réaction de Verdum lorsqu'il gagne, tu te rends compte qu'il y croyait très moyen à sa victoire. Ouais. Il explose d'une manière. Jamais on l'avait vu comme ça, Verdum, après une victoire, quoi. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair.
Bah, en même temps, il y a le côté, tu viens de battre l'invincible en fait. Bien C'est sûr. vrai que c'est une réaction qui doit pas être facile à imaginer quoi. Bien non, sûr. c'est clair. Invincible un peu surcoté. Et on n'oubliera pas que Verdum ensuite revient dans l'UFC et prend la ceinture. Absolument. Mais oui. En parlant de super comeback. Mais oui. C'est vrai. Carrière est folle. Et je me souviens qu'il y a même une époque où quand il avait pris la ceinture et battu Cain Velasquez et il avait battu je sais plus un autre nom, il y avait même des discussions sur les sites et les trucs genre est-ce que ce serait pas lui le GOAT? Oui, parce qu'il a battu Fedor aussi. Bien sûr. Fedor, Cain Velasquez et puis d'autres gars. Ouais. Mais oui, attends, c'était quoi le... Et... Il avait eu un bon run. Victoire sur Overeem aussi? Non, il a jamais battu Overeem, je crois. Il a perdu les 2 fois, c'est ça? Et humainement, c'est vraiment un super gars, Verdum. Tu sais, à l'époque, je sais pas si vous connaissez Norman Paresi. Ouais. Mais je suis très pote avec Norman. Et à l'époque, il vivait aux États-Unis. Et Norman, c'était un des partenaires d'entraînement de Verdum à l'époque où il était champion, quoi. Et Norman, il me disait à quel point Verdum était un bon gars. C'est que il donnait de l'oseille à tous ses partenaires d'entraînement alors que eux aussi venaient s'entraîner. Mais comme les mecs vraiment étaient là et l'aidaient énormément, de lui-même, il donnait de l'oseille aux mecs, il donnait des petits bonus, il donnait des trucs de lui-même, il donnait ça. Il me disait, genre il y avait Thanksgiving, il invitait tous les mecs à faire Thanksgiving chez lui. C'est vraiment humainement un bon gars aussi, quoi. Ah, ça fait plaisir ça. Et je tiens à dire qu'il avait bien gagné le premier combat contre Overeem et perdu le deuxième. Ouais. Et c'est vrai que c'était au Pride. On n'oubliera jamais aussi cette super soumission de Verdum qui jette un boomerang dans la gueule de Kobe Covington et qui fait que Kobe appelle la police. À porter plainte. Porter plainte. Et le truc qui est drôle, c'est que la seule raison pour laquelle Verdum il avait un boomerang, c'est parce qu'un fan venait de lui offrir en cadeau un boomerang, parce que je crois qu'il était en Australie d'ailleurs à ce moment-là. Le fan lui offre un boomerang, du coup quand il s'embrouille avec Kobe, il a le boomerang dans les mains, il le jette dans la gueule de Kobe, le boomerang, et l'autre il appelle la police, frère. C'est une bonne soumission ça aussi. Mais on dirait une comédie, on dirait vraiment un sketch de Ken ou un truc comme ça. Quoi. Ah non, mais c'est magnifique. Hein. Mais c'est vrai, quand on regarde les victoires de Verdum, il a quand même battu Gustafsson. Il a battu, donc au niveau all-time, hein, on parle de grands renoms. Ken Velasquez, Mark Hunt, Big Nog, Roy Nelson, Fedor, Bigfoot Silva, Gonzaga, Alexander Emelianenko, Alistair Overeem et Kharitonov. Ouais, c'est ça, très solide. Hein. C'est pas mal, hein. Non, fait lourd. Fabricio Verdum. Très lourd. Ouais. Et il est notamment connu aussi sur Internet pour avoir participé à cet échange légendaire avec Tony Ferguson. Mais ouais, c'est vrai. Mais tu sais que cette vidéo-là, elle est devenue un peu légendaire. Bah oui, il est sanguin oui, en fait. C'est ça, exactement. Mais aussi, tu dis, Tony, merde, il fait la moitié de la taille de Verdum, mais il s'est pas déboîté. Hein. Il lui a dit, tais-toi si tu veux pas que je te fasse un ankle pick. Un ankle pick. Shut up, or ankle pick you. J'étais niqué de rire, je me suis dit, putain. Ah, mais ça c'est un des moments qui a participé à la légende absolue de Tony Ferguson. Ouais. Parce que ce truc-là de Shut Up Before I Ankle Pick You, c'était tellement partout sur YouTube, dans tous les commentaires, il y a 2 trucs qui ont fait devenir Tony Ferguson légende. Il y a ça et il y a le côté Tony Ferguson is the type of guy. Mais rien qu'avec ces 2 trucs-là, c'est devenu une légende dans la tête des fans. C'est génial que ça tienne à ça. Ouais. C'est génial. C'est vrai. Mais c'est vrai que putain, il faudrait faire une tier list des meilleurs moments de les trucs les plus WTF, tu sais. Ouais, c'est clair. Eh ben, on a une belle tier list, hein, les gars. Oui. Ouais. C'est pas mal, on peut être fiers de nous, messieurs. Encore une super soirée, les gars. Ça me fait trop plaisir de vous voir tous les dimanches soirs. On m'avait proposé de bosser aujourd'hui. J'ai dit à la meuf, désolé meuf. Fuck that. Je fais le ground and pound ce soir.
Mais pas avec toi. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Oh, wow. Mais c'est tellement cool de pouvoir vous êtes ma priorité, les gars. Wow. C'est vrai. Rends compte un peu de comment on a percé, Guillaume. Je vais enregistrer ce moment-là et chaque fois que j'aurai un petit coup de mou. C'est pas Oh waouh, le choix des mots. Le choix des mots est là. Eh oui, c'est terrible. Même quand t'as un petit coup de moins bien, je me le mettrai en replay. Oh là là. Ouais. Ça c'est fou. Oh putain, vous me fumez, les gars. Enfin. Mais en tout cas, et puis préparez-vous pour le back-to-back de Manu quand il vient en France. Arès, ça va être fun. UFC. J'ai trop hâte. J'ai vu une interview de Fernand. Je vous le rappelle, les gars. Même s'il n'y a plus de place à l'UFC, Fernand expliquait qu'ils vont faire un pack Arès Fighting le 2 UFC. Donc, ils auront des places à vendre en pack. Apparemment, si je me trompe pas. J'ai vu une interview où Fernand parlait de ça. Et je crois que ça a changé entre temps. Ah merde. Bon, je dis des conneries, mais écoutez pas, je sais pas, je suis acteur porno, moi. Juste, je suis un fan. Je crois que là, ce qui a changé, c'est qu'il va y avoir une réduction en fait pour ceux qui avaient leur ticket UFC. Je crois qu'ils ont 30% de réduction sur le billet. Ah, ok. Sur le billet RS. Ok. Parce qu'il me semblait qu'il avait dit ça. Peut-être. Bon, je me suis peut-être trompé. Désolé. Ouais, à l'origine, je crois que c'est ce qui était prévu. Mais à mon avis, l'UFC, comme ils ont sold out en quoi une journée. Ouais, en très peu de temps. En très peu de temps. Mais ça fait plaisir d'ailleurs cet engouement-là. Bien sûr. Je ne m'attendais pas à ça, moi. Je tiens à le dire. On en a besoin en France. Pour le MMA français et pour nos petits combattants français. Et pas que pour les petits, hein, pour les grands aussi. Mais on en a besoin et je suis content que ça marche comme ça. Ouais, non, c'est clair. Je suis très curieux de l'ambiance qu'il va y avoir dans la salle. Ça, je pense que ça va être la folie. Hein. On n'a pas cette culture du chant comme l'ont les Anglais. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir une ambiance, mais ça va être énorme, je pense. Ouais. Ça va être très, très, très bruyant. Oui. Ça va être bien, les gars. Super, les gars. Ça va être bien. Super. Le 3 septembre prochain. Le 3 septembre. Enchaîner l'ARES le 2, l'UFC le 3. Ça va être fun. Ouais. Ça va être c'est un sport. C'est un sport. Est-ce qu'on tease au fait la prochaine tier list la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait comme tier list? On n'a qu'à faire les what the fuck, non? Les moments, les moments franchement, drôles ou ouf ou des trucs un peu chelous qui sont arrivés. Moi j'ai déjà le numéro 1. Putain. Mais évidemment. Le moment le plus what the fuck de l'histoire de l'UFC. Ah, de l'UFC. Ou du MMA? T'es en mode UFC ou MMA? MMA. Ah, MMA, là on va partir au fin fond de la Russie dans les combats. On reste quand même dans des trucs un peu, tu vois. On peut parler de ça. Ouais, tu sais quoi? On a qu'à mettre ces trucs-là, les trucs chelous. Oui, j'avoue. Parce que les gars, si on part comme ça va être marrant. Parce qu'il y a les... Je sais plus comment ça s'appelle là, le Flying Circus en Thaïlande où ils font combattre 3 nains contre un obèse et tout. Il va y avoir des trucs. Hein. J'ai vu 2 geeks contre deux geeks mecs contre une combattante MMA. Elle leur met. Ouais, voilà. Les gars, ils auraient dû rester à jouer à bro. Bon, non, on reste dans le MMA, les gars, dans les règles du MMA. On les évoquera vite fait, vieux au début, et puis après, du vrai. Ouais. Ok. Bon, ça tue, les gars. Parfait, hein. Encore merci pour cette soirée, les gars. Merci à tous ceux qui sont venus. Là, moi, je vais finir. Ce qu'on va faire, les gars, c'est que vu que moi, je vais bouger parce que je vais aussi aller passer du temps avec mes enfants, je vais vous envoyer tous chez la légende, le grand, le coloré. Attendez, merde, je suis en train de déconner. Sean O'Malley qui est en train de faire un stream sur Warzone. Je lance un raid, rejoignez tout. C'est un super combattant de l'UFC. Si vous ne le connaissez pas, c'est un bon gars. Merci les frérots pour ce... Oh, attendez. Merci pour ce super stream, ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Merci à tous. Salut. Bisous à tous. À plus. Salut les gars. Bye. On pourrait trouver payé.